Il était le patron le plus puissant de France, un chef d'entreprise hors norme, souvent décrit comme rebelle, authentique et proche des gens. Christophe de Margerie a dirigé l'entreprise Total de 2007 jusqu'à sa mort en 2014. Un décès brutal qui soulève selon certains de nombreuses questions encore aujourd'hui. Muriel Bosselli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes journaliste spécialisée dans le secteur de l'énergie et vous avez écrit ce livre, L'énigme Margerie, enquête sur la vie et la mort du magnat du pétrole français, aux éditions Robert Laffont. Alors, le 20 octobre 2014, le PDG de Total mourait dans un accident d'avion sur le tarmac de Vnukovo à Moscou. Au moment du décollage, l'appareil a heurté un chasse-neige sur la piste, tuant aussi 3 membres d'équipage. Avant d'en parler avec vous, Muriel, je vous propose de regarder un petit rappel des faits. Il est signé Laurent Aubaine. Pour le Falcon 50 et l'équipage, toutes les procédures ont été respectées, jusqu'à ce que l'on appelle la rotation. C'est l'instant où les pilotes tirent sur le manche pour faire décoller l'appareil. L'avion a décollé normalement, que le contrôle l'a autorisé normalement, que les procédures de l'équipage ont été tout à fait normales, et puis qu'à un moment, ils ont vu quelque chose, ils ont commencé à voir quelque chose sur la piste, ils n'ont pas identifié ça comme un danger, ils ont continué leur procédure normalement, et au moment de la rotation, la vitesse était normale. Ils ont été surpris par la présence du chasse-neige. Voilà, Et après, donc l'avion est rentré en collision avec le sol et a basculé. Les systèmes radars auraient également repéré la déneigeuse sur la piste sans faire réagir le contrôle aérien. L'enquête confirme qu'une stagiaire et qu'un formateur étaient en charge ce soir-là de la tour de contrôle. 2 personnes mises en examen avec un ingénieur et un responsable de l'aéroport. Le chauffeur, lui, a été écroué avec 0,6 g d'alcool dans le sang, selon les examens. Il a avoué avoir pris un café avec de la liqueur avant de conduire. Les patrons de l'aéroport ont, eux, démissionné. Alors, Muriel, le point de départ de votre enquête, ce qui vous a donné envie de gratter, ce sont ces funérailles où les plus grandes personnalités politiques et industrielles sont réunies et où le curé prononce une phrase particulière lors de son homélie, c'est ça ? Absolument. Déjà, dans un premier temps, ce que je voudrais dire, c'est que pendant que je travaillais, j'ai couvert le secteur de l'énergie pendant 9 ans pour l'agence Reuters. Et donc, j'ai rencontré Christophe de Margerie dans ce contexte. Et lorsque j'ai appris sa mort, comme tout le monde, j'étais choquée, j'étais émue aussi. Et au départ, je me suis dit que sa vie avait été vraiment extraordinaire et que ça pourrait être une bonne base pour un roman. Et puis, 3 jours plus tard, je me retrouve aux obsèques de Christophe de Margerie, donc le 27 octobre 2014. Et là, effectivement, au cœur de l'homélie, une phrase prononcée par le curé qui dit « Pourquoi Christophe est-il mort ? Pourquoi ? Parce qu'il a été victime d'un accident. Ne cherchez pas d'autres raisons. » Et cette phrase est vraiment restée en moi, a résonné. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire une pareille injonction le jour des funérailles de Christophe de Margerie? On est quelques jours seulement après son décès accidentel, ou pas. Et ça m'a paru étrange. Voilà. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que systématiquement, lorsque je me retrouvais, parce que j'ai commencé donc à enquêter sur la vie de Christophe de Margerie, donc j'ai commencé à interviewer des collaborateurs chez Total, etc. Et là, on me disait systématiquement, c'est un accident, ne vous posez pas de questions, on ne va pas rentrer dans la piste complotiste, etc. Sauf que vous avez noté, en fait, vous avez interviewé une centaine de personnes, etc. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait, selon vous, beaucoup d'incohérences. Absolument. Alors, il y a des incohérences, déjà dans un premier temps, au niveau des faits, ce soir-là, le 20 octobre 2014, donc sur la piste dans l'aéroport de Vnukovo. Il y a aussi des incohérences au niveau de l'enquête. Alors, au niveau des faits le soir du drame, je peux vous donner trois exemples. Le premier, c'est qu'on a tout de suite dit... le conducteur de la déneigeuse était ivre. Comme on l'a entendu dans le sujet, 0,6 g. Donc 0,6 g, c'est l'équivalent à peu près de 2 verres de vin. On peut vraiment se poser la question légitimement de comment est-ce que c'est possible de perdre ses repères avec simplement 2 verres de vin
dans le sang. Surtout que c'était quelqu'un d'expérimenté. Il c'est était ce que vous dites, expérimenté, absolument. Il avait travaillé pendant 10 ans à l'aéroport de Vnukovo. Il n'avait jamais eu le moindre problème. Aucun rapport concernant des prises d'alcool, où il n'a jamais été ivre. Sinon, il aurait été de toute façon viré sur le champ. Les contrôles sont très stricts à l'aéroport de Vnukovo. Vous êtes testé à l'entrée et à la sortie. Donc, il n'y a pas vraiment de marge. Oui. Voilà. Il y a aussi, vous évoquez le pilote qui ne réagit pas en voyant la déneigeuse traverser le tarmac. Ça, effectivement. Alors ça, il y a deux. On peut voir les choses avec deux points de vue différents. Donc le point de vue, effectivement, du pilote et du copilote. Et ensuite, il y a le point de vue vraiment de Martynenko, son boss, Ledeniev, qui supervise les déneigeuses. Mais ce que j'aimerais dire en deuxième point, c'est que ce soir-là, la neige avait fondu. Il avait neigé effectivement la veille, mais le soir du drame, il n'y avait pas de neige à l'aéroport. Ou très très peu, encore un tout petit peu sur l'herbe éparpillée, mais elle avait quasiment fondu. Donc le soir du drame, Ledeniev, qui est donc le patron de Martynenko. Martynenko, je rappelle, c'est le conducteur de la déneigeuse. De la déneigeuse, absolument, merci. Ledeniev qui insiste pour ramasser des tas de neige, soi-disant. Et son propre patron finit par accepter, mais il est très étonné par cette demande. Et il demande spécifiquement à ramasser ces tas de neige dans une voie d'approche qui s'appelle la voie B8, qui est juste à proximité de la piste de décollage. Donc pas mal d'incohérences. Alors vous avez décidé d'enquêter sur la mort de Christophe de Margerie, mais aussi sur sa vie, pour tenter aussi de comprendre. Alors ce PDG surnommé Big Moustache, vous l'avez rencontré et vous dites « Il a renouvelé le genre des PDG français, trop souvent tapis dans leur tour d'ivoire, loin du peuple de la vraie vie ». En quoi est-ce qu'il était différent ? Voilà, vous l'avez rencontré, qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Alors, je crois que la chose qui m'a marquée chez Christophe de Margerie, c'est qu'il voulait être aimé des autres. Donc, ça, c'était déjà... C'est très rare quand vous travaillez, quand vous êtes journaliste et que vous interviewez des patrons du CAC 40. En général, ils sont assez austères, pas très chaleureux, et ils fuient les médias. Christophe de Margerie, c'était tout le contraire. D'une certaine façon, on peut dire qu'il voulait aller au front. Il voulait défendre son entreprise Total, qui est vraiment mal aimée du public, et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Donc, quelque part, il a raté son ambition, qui était de faire aimer cette entreprise des Français. Mais lui, le personnage de Christophe de Margerie s'est vraiment démarqué, et il est apparu comme une sorte de pont entre le monde de l'entreprise et la vie civile. Et en France, les patrons ne sont pas aimés. Voilà, donc on a pour la première fois quelqu'un qui veut aller à la rencontre de gens, qui aime les gens, qui se met dans Quelqu'un m'a dit, j'ai trouvé que c'était une belle image, il se mettait dans le logiciel des autres. Donc il se mettait toujours à votre niveau. Donc il pouvait communiquer avec n'importe qui. Ça pouvait être un garçon de café, ça pouvait être l'émir du Qatar, le président de la République. Il ne faisait pas de différence, il tutoyait tout le monde. Ouais. Il était très accessible. Je voulais revenir sur une petite chose. Vous dites aussi, il était rebelle, il aimait prendre des risques, et il était notamment très peu apprécié des États-Unis. En quoi est-ce que vous pensez qu'il dérangeait, peut-être Alors, je développe de nombreux points dans mon livre à ce sujet. Effectivement, il y a une longue histoire d'inimitié entre Christophe de Margerie et les États-Unis. Ça commence dans les années 90 avec l'Iran. L'Iran est sous le coup d'embargo américain. Et en 96, un embargo qui va être encore plus précis, qui s'appelle l'Iran Sanction Act, qui demande à tous les pays du monde entier de ne plus travailler dans le secteur pétrolier en Iran. Et Christophe de Margerie était sur le point de remporter un gros contrat en Iran. Et il s'est dit, non, moi je ne vais pas me laisser faire. Il a obtenu les autorisations de la part de la France, de l'Union européenne et des États-Unis, une sorte de dérogation à cet embargo pour pouvoir signer ce contrat. Mais ça a été très, très mal perçu par les États-Unis. Et à partir de ce moment-là, il était un peu dans le...
il était un peu dans le viseur des États-Unis, si je puis me permettre. Voilà, c'est ce que vous racontez. Vous dites aussi qu'il était pro-Russie au moment de la crise ukrainienne. Ça aussi, ça a été très peu apprécié par les États-Unis. Alors, une des rumeurs qui a circulé, c'est que la mort de Christophe de Margerie aurait été commanditée par la CIA. Alors, évidemment, c'est une rumeur. Elle n'est absolument pas fondée. Mais dans votre livre, vous évoquez Enrico Mattei, patron de l'entreprise pétrolière italienne Eni, et vous constatez des similitudes troublantes. Il est mort lui aussi dans un accident d'avion, et 35 ans après sa mort, on a découvert qu'il s'agissait d'un assassinat. Absolument. Alors, s'il s'agit d'un assassinat et pas d'un accident, parce que je voudrais être très claire sur le fait que dans mon livre, je ne dis à aucun moment qu'il s'agit d'un attentat plutôt que d'un accident. Je pose des questions, je soulève des questions, je pointe des zones d'ombre, etc. Mais effectivement, Enrico Mattei, c'est très intéressant. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai découvert l'histoire d'Enrico Mattei durant l'enquête. Voilà, il est mort en 1962, donc c'était il y a longtemps. Mais effectivement, il a été assassiné par la mafia italienne. Ça a été reconnu. Et c'est les aveux de cette mafia dans les années 90 qui a permis de pointer le fait qu'il s'agissait d'un assassinat et pas d'un accident, comme cela avait été... Oui, comme ce qui avait été dit. Et vous dites dans le livre que c'était la mafia italienne en lien avec la mafia américaine. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les aveux, effectivement, de mafiosi italiens de Sicile. Alors, dernière petite question. Vous avez eu l'impression que l'enquête avait été très vite étouffée, non seulement en Russie, mais aussi en France. Oui. Pourquoi, selon vous, et qu'est-ce qui vous a donné cette sensation ? Alors, c'est pas une sensation, là, je me base vraiment purement sur des faits. Alors, du côté de l'enquête française, il n'y a pas eu de perquisition. Donc, il y a une perquisition dans la voiture du pilote. Voilà, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de perquisition dans le bureau de Christophe de Margerie. On n'a pas regardé ses mails pour voir s'il y avait eu éventuellement des échanges un peu suspects. On n'a pas interrogé sa famille, on n'a pas interrogé ses collaborateurs. On a décidé, avant même d'avoir enquêté, qu'il s'agissait d'un accident. Donc pourquoi est-ce qu'on irait faire ces perquisitions et faire ces auditions alors qu'il s'agit d'un accident, selon la justice ? Donc, premier point. Deuxième point, on bloque l'accès au dossier à certaines personnes, notamment le veuf de l'hôtesse de l'air qui est décédée dans cet accident aussi. Ça, c'est deux exemples. Ok, mais merci beaucoup. Je suis désolée, c'est passionnant comme enquête, mais on doit malheureusement mettre fin à cette interview. Merci beaucoup d'être venu en parler. Je rappelle que votre livre sort aujourd'hui. Merci beaucoup. Et tout de suite, restez avec nous, c'est l'essentiel de l'information.